Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de notre travail sur Kyivstar. Et aujourd'hui, on va entrer dans le concret. Dans la dernière vidéo, on a présenté l'entreprise et aujourd'hui, on va rentrer dans la première étape de notre évaluation qui sont, on veut savoir c'est quoi les flux de trésorerie disponibles libres à l'entreprise. Et vous pouvez regarder l'écran et ça va être notre façon de les trouver. Donc, il nous faut le bénéfice opérationnel avant intérêt et impôts. On va soustraire les taxes. Ensuite, on va soustraire la dépense en capital net. On va soustraire les variations de fonds de roulement et ça va nous donner nos flux de trésorerie libres à l'entreprise. Donc, commençons dès maintenant et j'ai reproduit l'état des résultats dans les états financiers de Kyivstar. Les états financiers sont en dollars américains, ce qui est bien pour nous, mais toutefois, et ça, je ne suis pas encore nécessairement branché sur ça, mais dans leurs états financiers, c'est marqué les revenus et les dépenses sont généralement convertis en dollars américains au taux de change mensuel moyen historique. Donc, les chiffres que vous voyez là, c'est seulement une approximation puisque Kyivstar opère dans la devise ukrainienne et ensuite c'est converti selon différents standards. Donc, ici, on peut voir les ventes totales pour l'exercice 23, 24 et les 12 derniers mois que j'ai reproduits avec les intermédiaires. Donc, on peut voir que les ventes totales au cours des 12 derniers mois sont d'environ 1 milliard de dollars américains, ce qui est intéressant. Je ne m'attendais pas à voir ce chiffre-là. Et on peut voir que de 2023 à 2024, il n'y a pas vraiment eu de croissance. J'imagine peut-être le conflit, etc. Donc, on était à 915 millions, 919 millions. Et au cours des 12 derniers mois, on est à 1 milliard 37 millions. Bien sûr, ça, c'est les ventes, mais ensuite, on a des coûts à subvenir, donc le coût des revenus ou le coût de servir ces ventes-là. Ici, donc 94 millions en 2023, 100 millions l'année dernière, 104 millions au cours des 12 derniers mois, ce qui nous donne, si on prend, on prend les ventes et on enlève le coût des revenus, ce qui nous donne nos bénéfices bruts. Par la suite, ce n'est pas les seules dépenses qu'on a lorsqu'on a une entreprise, hein, on a plein d'autres dépenses d'exploitation et Kyivstar nous donnait ces dépenses-là complètes pour les exercices 23-24, mais dans les intermédiaires, il y avait seulement le chiffre global de ces dépenses d'exploitation-là. Et donc, c'est la prochaine ligne grise ici. Donc, 284 millions, qui est notamment les coûts de réseau et informatique et les coûts de personnel qui sont les principales dépenses. Donc, 284 millions pour l'année fiscale 23, 305 millions pour l'année fiscale 24 et 346 millions pour les 12 derniers mois. Ensuite, on a les dépenses en amortissement. Et bien sûr, c'est toujours seulement une mesure comptable pour refléter que les actifs, la valeur des actifs peut se déprécier à travers le temps à cause de justement l'utilisation. Et donc, encore une fois, les exercices 23-24 me permettaient d'avoir une bonne séparation de ce qui était dépréciation, amortissement et détérioration, sauf dans les intermédiaires, ne donnaient pas vraiment ce type, mais ils me donnaient, j'ai pu reconstruire la somme de ces chiffres-là. Et c'est assez intéressant. Donc, c'est un questionnement que je me suis pas encore branché sur ça, mais puisque le conflit puisqu'il y a quand même une guerre dans le pays où se trouve l'entreprise, je me demande si je ne devrais pas accélérer la dépréciation, l'amortissement et la détérioration pour refléter ce risque-là. Right? Si vous avez une tour de télécommunication que vous amortissez sur 20 ans, vous dites ah, elle va être bonne sur 20 ans, et qu'elle se fait détruire demain ou qu'elle se fait endommager, bien sûr, ça n'a plus la même valeur que ça l'avait hier. Donc ça, c'est une question que j'ai en tête, mais pour l'exercice d'aujourd'hui, on va prendre ce que Kyivstar nous donne. Donc, ça, c'est notre dépense de dépréciation, d'amortissement et de détérioration, impairment. On a aussi des frais financiers. Donc Kyivstar a de la dette et paie des intérêts
sur cette dette-là et on voit que c'est 82 millions pour l'exercice 2023, 82 millions pour l'année dernière, 79 millions si je recalcule pour les 12 derniers mois. Et il y a d'autres produits et dépenses que l'entreprise a eu dans l'exercice, mais ici, il va probablement juste falloir les renverser puisque lorsqu'on regarde chacun de ces éléments-là, ils ne sont pas vraiment dans le cadre opérationnel des activités de Keepstar. Par exemple, si je prends un gain net de change, oui, parfait, on peut avoir un gain ou une perte via ça, mais ça ne correspond pas vraiment aux activités de télécommunication de Keepstar. Donc, c'est pour ça que même si on a un gain net de change, on va le renverser un petit peu plus tard pour avoir une meilleure vision de quels sont les flux de trésorerie, quels sont les vrais profits de l'entreprise. Donc voilà. Donc 68 millions d'autres produits dans l'exercice 23, 81 millions d'autres produits dans l'exercice 24 et 48 millions au cours des 12 derniers mois. Ce qui nous donne notre bénéfice avant impôt. Donc, notre bénéfice avant impôt, c'est notre bénéfice brut, moins les autres dépenses d'exploitation, moins la dépense d'amortissement, dépréciation et détérioration, moins les coûts financiers, et on rajoute les autres produits. Et ça nous donne 346 millions pour l'exercice 23, 347 millions pour l'exercice 24 et 374 millions de dollars américains pour les 12 derniers mois. Bien sûr, l'entreprise, puisqu'on génère des profits, doit payer un impôt sur ses bénéfices. Et donc, pour l'exercice 23, c'était 65 millions. Pour l'exercice 24, 64 millions. Et au cours des 12 derniers mois, 73 millions. Et c'est vraiment intéressant parce que techniquement, l'entreprise est incorporée aux Pays-Bas, comme vous pouvez voir juste ici, ce que je déplace. Par contre, le taux de taxation aux Pays-Bas est plus élevé que le taux d'impôt corporatif en Ukraine. Donc, en Ukraine, c'est 18 tandis qu'aux Pays-Bas, c'est 25,8 Donc, puisqu'on essaie d'évaluer une compagnie ukrainienne, on ne veut pas le 25,8 on veut le taux de taxation qui est effectif dans le pays. Et donc, c'est cool que Keepstar mentionnait comment il faisait cet ajustement-là pour refléter un taux d'imposition en Ukraine. Et si on soustrait l'impôt sur les bénéfices au bénéfice avant impôt, on obtient le bénéfice net, 281 millions pour l'exercice 23, 283 millions pour l'exercice 24, et au cours des 12 derniers mois, on a 301 millions. Et si je déplace ça maintenant, juste pour démontrer que pour l'exercice 24, on avait 283 millions, et pour l'exercice 23, 281 millions. Donc, c'est vraiment basé ici sur les états financiers que Keepstar nous donne. Par contre, le bénéfice net, ça ne représente pas exactement ce qu'on veut. Il va falloir faire certains ajustements pour obtenir les flux de trésorerie disponibles à l'entreprise. Donc, ce qu'on veut, c'est notre EBIT dans un premier temps. Donc, EBIT, bénéfice avant intérêts et impôts. Donc, comment on fait ça? On a déjà notre bénéfice avant impôt et donc on veut les bénéfices avant intérêts et impôts. Donc, on va rajouter les intérêts qu'on a vu précédemment, donc qui était juste ici. Donc, on va rajouter cette colonne-là. Donc, on avait notre bénéfice avant impôt, 346 millions, 347 millions, 374 millions, et on rajoute les coûts financiers qu'on avait précédemment. Ce qui nous donne notre EBIT, ou le bénéfice opérationnel avant intérêts et impôts. Donc, 428 millions, 429 millions, 453 millions. Toutefois, on a vu également précédemment que les autres produits qui n'étaient pas nécessaires aux opérations de l'entreprise, on voulait les renverser pour démontrer qu'est-ce que Keepstar dans ses opérations gagne vraiment. Right? Parce que le gain de change ou le revenu financier qu'on a à partir de l'argent qu'on a en banque, ça ne correspond pas à nos opérations. Donc tout ça, même si on a eu un gain, on veut le renverser pour vraiment avoir le cœur des opérations de Keepstar. Donc, on va venir faire un ajustement de ces articles qui sont non opérationnels. Et donc, on a 428 millions, 429 millions, 453 millions. Et on va renverser
le gain des autres produits. Donc 68 millions, 81 millions, 48 millions. On va venir tout renverser ça et on va avoir notre bénéfice opérationnel avant intérêts et impôts et après les ajustements non opérationnels. Donc, 2023, 360 millions, 2024, 348 millions et pour les 12 derniers mois, 405 millions. Ensuite, notre deuxième étape, on veut soustraire un impôt théorique des activités. Donc ici, puisqu'on sait que le taux d'imposition en Ukraine est autour de 18 j'ai pris ce que l'entreprise avait effectivement payé et c'est environ 18 Donc, je suis à l'aise avec ça. Et si on prend le bénéfice opérationnel avant intérêt et impôts, et ensuite on enlève l'impôt sur les bénéfices, on a notre EBIT 1 moins T, donc 360 millions moins 65 millions, 295 millions, et on fait ainsi de suite pour les autres années. Une fois qu'on a nos bénéfices opérationnels après ajustement, après impôt, on veut savoir qu'est-ce que l'entreprise doit réinvestir. Hein? Parce que c'est beau, on arrive à un bénéfice, mais l'entreprise doit réinvestir, que ce soit pour maintenir ses actifs. Si elle veut croître, elle doit prendre une partie de ces profits-là et le réinvestir dans des nouveaux projets, hein, peut-être pour augmenter sa capacité à répondre à la demande. Et donc, on va venir soustraire différentes métriques. La première étant les dépenses en capital net. Et ici, parmi les dépenses, on a des achats de biens immobiliers, d'installations et d'équipements. Il y a l'acquisition d'actifs incorporels et l'acquisition de filiales nettes de la liquidité acquise. Et puisqu'on veut les dépenses en capital net, on va soustraire la dépréciation et l'amortissement de ces dépenses-là. Hein? Parce que si, par exemple, vous dépensez 96 millions et que vos actifs perdent entre guillemets 96 millions de valeur, techniquement, vous avez les mêmes actifs. Donc, vous avez investi 96 millions et vos actifs ont perdu 96 millions à cause de l'usage que vous en faites. Donc, vous n'avez pas vraiment réinvesti dans votre entreprise. Et c'est pour ça puisqu'on cherche les dépenses en capital net, on veut soustraire la dépréciation et l'amortissement. Même chose pour une acquisition. Donc, on voit qu'au cours des 12 derniers mois, Kyivstar a fait une acquisition c'est écrit 141 millions, mais c'est 158 millions moins la trésorerie qui a été acquise. Et donc, Kyivstar a acquis une compagnie qui s'appelle Uklon, qui est une plateforme ukrainienne de covoiturage et de livraison. Donc, peut-être comme un Uber ou un Lyft ukrainien. Je ne suis pas certain. Et donc, à la clôture, elle avait acquise 97 des actions d'Uklon pour un montant de 158 millions. Donc, bien sûr, il y avait de la trésorerie là-dedans. Et ça fait que c'est 141 millions qu'elle a inclus dans son investissement d'acquisition. Par contre, de la façon qu'on veut réfléchir à ça, premièrement, puisque les acquisitions, ce n'est pas nécessairement fréquent, on veut essayer de l'amortir sur la durée, mais également, et donc c'est ce que j'essaie de faire. Je me dis, OK, l'entreprise l'acquiert cette année, donc il va peut-être avoir une partie des bénéfices qui va être générée cette année, puis peut-être une partie des bénéfices de cette acquisition-là qui va être générée l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que j'intègre une dépréciation et amortissement au niveau de l'acquisition. Donc, ce que ça veut dire, c'est comme si je disais que 50% de la dépense pour cette acquisition-là était cette année. Par contre, en faisant ça, il va falloir que je considère que dans la prochaine année fiscale, au cours de mes 12 derniers mois, il va falloir que j'intègre la deuxième portion de l'acquisition pour refléter que je considère que ça va prendre, disons, 2 ans avant de matérialiser les bénéfices de cette acquisition-là. Donc, j'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à me demander plus de précision. Et donc, si j'additionne tout ça maintenant, on voit qu'en 2023, ma dépréciation a été plus grande que mes investissements. Donc, techniquement, je n'ai pas investi suffisamment pour croître, même que j'ai eu plus de dépréciation, plus d'usage que ce que j'ai acquis. Tandis que dans les autres années, on voit qu'on a eu une dépense en capital
net de 82 millions et au cours des 12 derniers mois, notamment avec l'acquisition qu'on a fait, une dépense en capital de 150 millions. On sait déjà que pour l'année prochaine, les 12 prochains mois, on va avoir un 70 millions 500 000 à intégrer, notamment parce que ça va être la deuxième moitié de l'acquisition de Uclon. Donc, voilà nos chiffres. Et donc, on va prendre ce qu'on avait ici, notre EBIT 1 - T, donc nos bénéfices opérationnels après impôt. On enlève ce que l'entreprise réinvestit. Et donc, 295 moins 34, donc ça fait un plus 329 millions. 284 millions en 2024, moins 82 millions de dépenses en capital net, 202 millions. Et le même exercice pour les 12 derniers mois, on arrive à 182 millions 500 000. Par la suite, on veut soustraire nos variations du fonds de roulement. Et donc, ici, on va avoir les variations qui sont hors case dans le compte, dans les actifs à court terme, et on va avoir les variations qui ne sont pas de la dette dans les passifs à court terme. Et on va ensuite additionner les différentes variations, et ça va nous donner nos variations du fonds de roulement. Donc, les variations du fonds de roulement, c'est pour comprendre les différentes dynamiques, d'où est-ce que l'argent est pris, qu'on a, par exemple, offert un service, mais qu'on n'a pas été payé, par exemple. Et donc, si on offre un service, donc on a des dépenses de coûts, mais on n'a pas encore reçu l'argent, suppose que quelqu'un paie à crédit, bien, clairement, c'est un gap à court terme qu'on va devoir combler avec soit de l'endettement supplémentaire ou... et donc, c'est de l'argent qui est, entre guillemets, pris dans notre système d'exploitation et c'est pour ça qu'on veut le représenter ici dans nos variations du fonds de roulement. Donc, en 2023, on a vu qu'on a une variation positive dans les actifs courants, hors caisse. Peut-être que quelqu'un est venu nous payer plus rapidement. Et donc, on avait des comptes à recevoir. Quelqu'un est venu nous payer. Nos comptes à recevoir diminuent. Et donc, c'est le fun parce qu'on avait offert le service précédemment. Et donc, dans la période ici, on n'a pas offert de service à la personne, mais elle est juste venue nous payer ce qu'elle nous devait. Et donc, on a une rentrée d'argent sans avoir eu à offrir un service. Et donc, en 2023 également, on avait un changement négatif dans les passifs à court terme. Et donc, ça veut dire peut-être qu'on a également remboursé une dette à un fournisseur. On a remboursé un fournisseur plus rapidement ou on a juste remboursé un fournisseur qu'on avait pris un service de lui dans une période passée. Donc voilà, dans nos variations du fonds de roulement, lorsqu'on additionne l'un par l'autre, on peut voir que pour 2023, on avait une sortie de fonds de 4 millions et 2024, on avait une entrée de fonds de 26 millions et au cours des 12 derniers mois, on avait une entrée de fonds de 25 millions. Et si on prend notre EBIT après les dépenses en capital net et on soustrait les variations du fonds de roulement, on obtient nos flux de trésorerie libres à la firme. Donc, pour 2023, on a 325 millions. 2024, on a 228 millions. Et pour les 12 derniers mois, on a 207 500 000. Et ça, vraiment, ça représente ce que l'entreprise retient après avoir payé toutes ses dépenses et tous les investissements qu'elle considère nécessaires. Donc, c'est vraiment ce qui reste aux actionnaires et aux créanciers après que l'entreprise répond à tout ce qu'elle doit payer. Donc, c'est vraiment ce qui reste. Donc, sur ce, ça va être notre point de départ. Probablement qu'on va partir d'ici de 208 millions de dollars de flux de trésorerie libre à la firme. Et on va, dans la prochaine vidéo, vouloir passer à la croissance de ces flux de trésorerie-là dans le temps. On va essayer de voir, OK, la situation en Ukraine, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on peut anticiper à court, moyen, long terme par rapport à l'entreprise, etc. Donc, ça va être vraiment une partie
plus complexe. Hein. On ne sait pas comment que le conflit va se terminer. Mais voilà. Donc, on a notre point de départ maintenant avec les flux de trésorerie libres à l'entreprise. Sur ce, merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!